Alors bonjour à tous. Donc je me présente déjà, Nathalie Drouin, maître de conférence en droit public. Je remercie donc les organisatrices pour cette invitation et donc je vais vous entretenir en fait des usages de la voix dans la danse contemporaine. Alors au départ j'avais précisé que j'allais parler des usages de la voix dans la danse contemporaine militante. En réalité, le propos est un peu plus vaste, puisqu'il s'agira de parler des usages de la voix dans la danse contemporaine avec un petit focus sur la danse contemporaine militante. Alors, déjà, donc, pour introduire le propos de façon assez singulière, il faut voir en fait que la danse reflète la place, la fonction sociale, mais également donc l'étendue des libertés de l'individu. Et donc la danse, elle peut révéler l'être, mais elle peut aussi donc déranger la norme, c'est-à-dire donc être transgressive ou contestataire. Et quelles que soient donc les époques et les cultures, la danse n'a jamais échappé à une certaine dimension politique. Et la danse contemporaine, puisque c'est ce dont je vais parler, la danse contemporaine est loin de faire exception à ces différents constats. Alors, né dans les années 70, le mouvement qu'on appelle aujourd'hui la danse contemporaine n'a pas immédiatement pris cette dénomination. Et d'ailleurs, en fait, selon les pays, les mots qui sont utilisés pour qualifier le mouvement ne sont pas forcément les mêmes. En France, dans le champ de la danse, le terme donc contemporain ne s'est généralisé qu'à partir des années 1980, même s'il est ponctuellement utilisé auparavant, ainsi qu'il apparaît par exemple dans le nom du Centre national de danse contemporaine d'Angers, qui a été créé en 1978 et qui en quelque sorte va permettre de relayer sa dénomination officielle. Lors de la naissance du mouvement, on parlait plutôt donc de la nouvelle danse française, et la nouvelle danse française était singulièrement donc attachée aux valeurs de liberté, d'autonomie et d'indépendance. Et elle entendait rompre avec les formes de danse dominantes qui étaient donc le classique et le néoclassique. Et ce qu'on a appelé en fait la révolution Béjart a véritablement donné naissance au mouvement en France, ou plutôt à l'incursion de la danse moderne. Alors Béjart a notamment élargi le public de la danse avec son ballet, créé en 1967, c'est Messe pour le temps présent, à l'occasion donc duquel danseurs et danseuses sont apparus donc en jean, ce qui semblait à l'époque très audacieux. À partir des années 60, ce sont surtout donc des propositions de chorégraphes américains tels Merce Cunningham ou Alvin Nicolais qui ont remué le milieu chorégraphique en profondeur. La mouvance allemande aussi, qui est incarnée par Pina Bausch, est le deuxième choc qui marque donc la fin des années 70. Et ces influences, elles vont être complétées par celles de plusieurs artistes, notamment des artistes japonais qui se sont produits en France à ce moment-là. Dans les années donc 70, la nouvelle danse française, qu'on appelle aussi donc la jeune danse, prend davantage d'ampleur, surtout à partir du moment où elle est institutionnalisée. Donc au début des années 80, le budget de la danse va être doublé et la danse contemporaine en fait va s'envoler avec finalement donc le développement et l'apparition de nouveaux chorégraphes qui vont s'affirmer à ce moment-là. Donc on a un mouvement qui est à son apparition en fait et qui l'est toujours extrêmement composite, même si et justement tous les chorégraphes entendent se démarquer les uns des autres. Alors même s'ils entendent tous se démarquer, on peut quand même distinguer quelques traits singuliers de la danse contemporaine, que sont notamment l'acceptation de tous les corps, sans critères esthétiques, l'élaboration de nouvelles gammes de mouvements, l'utilisation de différentes techniques corporelles et la volonté en fait d'être en phase avec les modifications de la société. Et les créateurs invitent justement au questionnement critique du quotidien, mais surtout en fait du monde qui les entoure, avec pour mission d'alerter en fait les consciences du spectateur. Et je voudrais souligner aussi que leur manière de travailler avec les interprètes, elle se distingue de celle qui a lieu dans l'univers de la danse classique. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les danseurs qui sont du reste souvent invités à s'investir dans le processus de création.
Alors aujourd'hui, la danse contemporaine française a plus d'un demi-siècle d'existence. Elle renferme, je vous l'ai dit, différents courants. Chacun d'eux porte des signes identitaires liés aux conditions socio-culturelles et politiques du lieu d'origine. Et c'est notamment le cas, je le dis, de la danse contemporaine africaine. D'ailleurs, là encore, il y a eu une querelle sémantique, puisque certains ont préféré la dénomination de danse afro-contemporaine, quand d'autres chorégraphes gomment le terme de contemporaine lui-même. Alors l'histoire de cette dernière, et là je parle de la danse contemporaine africaine, a débuté d'ailleurs antérieurement à la nouvelle danse française. Elle est en quelque sorte liée à la première période des indépendances, au début des années 50, et elle s'est traduite avec la naissance en fait des ballets nationaux d'État, dont la mission était de faire connaître la culture africaine. Et la danse, d'ailleurs, était perçue comme le premier moyen d'expression artistique, ce que soulignera Léopold Senghor. Chaque ballet est une représentation identitaire et implique une inventivité particulière des premiers chorégraphes africains, puisque les danses traditionnelles ont été beaucoup moins bien préservées que les rituels et les costumes. Et donc, au départ, la danse, elle servait le message politique de l'État, tandis qu'aujourd'hui, la danse paraît davantage servir des messages contestataires, militants, en phase donc avec l'actualité. Alors, au-delà de ce déplacement de discours, on note que les chorégraphes sont de plus en plus nombreux à intégrer la pratique vocale à leur processus créatif. Et donc, on a entendu ce matin, beaucoup d'ailleurs vantent l'enrichissement qui est issu de ce dialogue et apprécient la liberté, l'étrangeté qui peuvent surgir de cette hybridation particulièrement novatrice. Et si je dis novatrice, c'est parce que, tandis que on est loin d'être des corps muets, et on le voit tous, la plupart des formations de danse, alors et occidentales, mais en réalité la plupart des formations de danse classiques ont enseigné aux danseurs à être silencieux, comme si donc la voix devait être exclue du corps dansant. Et c'est notamment donc, ce qu'indique, on en a parlé ce matin, mais la chorégraphe donc, française, Flora Détraz, donc, vous avez pu apprécier dans le cadre de ce festival, et qui explore les liens entre voix et mouvement depuis donc, plus d'une dizaine d'années, et qui, je la cite, décrit donc un parcours de danseuse où la voix et les sons du corps étaient peu présents, et qui rappelle d'ailleurs que lorsque l'on saute, il faut retomber sans faire de bruit, et que surtout, lorsque l'on respire, la respiration ne doit pas être sonore. Et donc on voit bien que les danseurs et danseuses ont été éduqués ainsi, et aujourd'hui les artistes donnent voix, et on l'a dit ce matin, les artistes donnent voix à leur danse, alors pour enrichir l'expression et la perception du corps dansant, mais aussi de plus en plus pour appuyer un message, et pas n'importe quel message, un message qui peut être justement militant. Alors, dans le cadre de cette brève intervention finalement d'ouverture, je voudrais revenir justement sur la transmission des messages par les chorégraphes donc contemporains, et montrer donc que tandis qu'initialement en fait le message des chorégraphes et danseurs n'était véhiculé que par les corps mis en scène et costumés, aujourd'hui la voix en fait elle vient à l'appui du corps, autant pour apporter une réponse on va dire instinctive à cette éducation du danse et tais-toi, que pour appuyer donc un discours beaucoup plus militant. Alors, premier temps, donc, moi j'avais intitulé « Quand le corps suffit ». Les chorégraphes, donc de quelque nationalité qu'ils soient, ont toujours eu ce désir en fait de participer à la construction de la société et de partager un message en portant donc un regard critique, mais aussi donc tolérant sur le monde. Et la danse contemporaine est particulièrement illustrative de cet état. D'ailleurs, elle est souvent qualifiée de danse d'auteur, et elle invite, par l'effet de proximité et de mise à distance qu'elle contient, au questionnement critique, pour certains créateurs du seul quotidien, mais pour d'autres, du monde qui nous entoure.
Et la danse contemporaine, elle s'est développée finalement à la manière d'une constellation d'œuvres chorégraphiques que l'on qualifie de finalement contemporaines, en fait parce qu'elles s'inscrivent dans un même contexte, mais surtout parce qu'elles revendiquent leur actualité avec les enjeux culturels, sociaux, politiques du monde contemporain. À l'inverse des ballets classiques, du moins c'est ainsi qu'elle entend se positionner, même si on pourra toujours trouver derrière les plus grands ballets classiques l'expression d'un message pouvant se rattacher également à des enjeux sociaux, mais en tout cas de l'époque. Alors, du coup, la danse contemporaine, ou plutôt les danses contemporaines, s'attachent à mettre en scène un corps piéton, qui revendique en fait son ancrage dans les actes quotidiens, tout autant donc qu'il manifeste l'attention au contexte social et politique qui façonne les conditions de réception des œuvres. J'ai pris une illustration. L'illustration, en fait, c'est la performance Blank Placard Dance de la chorégraphe américaine donc, Anna Alprin, qui a été présentée en 1967, lors de laquelle donc, il y a une vingtaine de danseurs qui ont manifesté donc silencieusement dans les rues de San Francisco, en brandissant donc des pancartes vierges de toute inscription. Et les danseurs donc maintenaient entre eux une distance en fait de 3 mètres, autant pour accentuer l'idée d'une mise en espace du geste de marche, que pour déjouer l'interdiction de rassemblement qui était en vigueur à l'époque et éviter toute interpellation policière, puisque nous étions donc au moment où la guerre contre le Vietnam suscitait de vives réactions dans la population américaine. Et donc cette performance, pourquoi je l'ai pris en illustration, c'est une performance qui opère un déplacement qui est autant spatial qu'esthétique, un déplacement donc de la scène de danse vers la danse en fait comme scène de regard, puisqu'ici en fait le piéton qui assiste à la performance, donc à la manifestation, par sa seule présence, il devient donc un acteur en fait de la chorégraphie d'Anna Alprin en fait. Et ce faisant en fait, l'acte de danse acquiert une fonction donc de révélateur dans la mesure où il met en lumière le monde réel, ses systèmes de valeurs et ses contradictions. Alors le message parfois est encore plus militant que celui qui est ici véhiculé. Par exemple, si on prend sous le régime de l'apartheid, les artistes activistes d'Afrique du Sud ont fait de la danse, notamment, mais également du théâtre à l'époque, des outils de lutte active contre l'oppression. Et donc avec ce nouvel art chorégraphique, le danseur donne à entendre des voix anonymes, incarne des corps qui jusque-là donc étaient invisibles. Alors, ce nouvel art n'est pas systématiquement porteur d'un message en fait sur le monde. Il peut être aussi le vecteur d'un message sur la danse, c'est-à-dire sur l'art lui-même. C'est le cas en fait d'un courant chorégraphique que la critique avait qualifié donc à l'époque de danse conceptuelle pour désigner en fait ces œuvres qui avaient une vocation donc méta-réflexive et qui utilisent donc les modes de représentation traditionnels de la danse pour interroger les conditions de l'expérience chorégraphique. Et parfois, le discours chorégraphique est secondé par un réseau de discours produits par qui? Eh bien, produits par les danseurs et chorégraphes eux-mêmes. Et donc, on a une intervention de l'artiste dans la réception de son travail par des commentaires à vocation donc didactique ou herméneutique qui contribuent à inscrire les pratiques de danse contemporaine dans la perspective donc des œuvres textuées. On a vu aussi apparaître de plus en plus un nouveau format d'œuvre et dans laquelle justement, on en a parlé ce matin, la voix en fait va redevenir un véritable outil, d'abord à vocation pédagogique, puisque c'est ainsi en fait que la voix au départ a servi, et ce d'ailleurs même dans le chant du classique, c'est-à-dire que même dans le chant du classique, je prends un exemple, c'est le cas du chorégraphe Jérôme Bel qui présente donc Véronique Doisneau sur le plateau de la scène Garnier, un solo en fait dans lequel la danseuse qui est membre du corps de ballet de l'Opéra de Paris évoque à l'aube de sa retraite sa carrière de ballerine et qui c'est un monologue en fait dans lequel donc qui était à vocation un petit peu documentaire, dans lequel donc la danseuse relate son expérience et esquisse quelques démonstrations.
En 2013, c'est le chorégraphe Noé Soulier qui présente sa conférence performée, Mouvement sur mouvement, qui a été créée donc le 15 octobre 2013 précisément, et dans laquelle en fait s'entremêle justement un discours à vocation pédagogique sur les différentes modalités d'un geste dansé et de multiples démonstrations en fait de la réalisation de ces gestes. Et donc on a un effet de superposition et d'écho entre la parole et les gestes du danseur qui se manifestent en interdépendance. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, sans les gestes, les paroles perdent leur sens et les mouvements isolés de la voix du danseur ne composent pas une chorégraphie intelligible si on n'a pas donc les deux. Et donc l'explication de la danse vient de la danse donc elle-même. Et donc ces œuvres s'inscrivent dans un contexte qui facilite autant qu'il accompagne donc un élan de prise de parole des danseurs. Alors aujourd'hui, la danse contemporaine continue, et je crois qu'on en a vraiment l'illustration avec ce festival, continue de montrer sa vitalité et n'hésite plus à associer voix et corps pour décupler justement le message qui est porté par ce dernier. Et c'est un peu le second temps, c'est-à-dire le second temps du mouvement, c'est de se dire que la voix soutient, voire décuple le message en fait du corps. Aujourd'hui, si des artistes, alors je parle des artistes, chorégraphes et danseurs, ressentent la nécessité de donner voix à leur danse, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord pour apporter une réponse à cette éducation du danse et tais-toi. Et les chorégraphes et danseurs, ils trouvent justement une plus grande liberté, ce qui explique un certain nombre de danseurs et chorégraphes. C'est notamment le cas dans une interview de Johanne Saunier, qui a longtemps été danseuse pour Anna Teresa de Kersmaker, figure majeure de la danse contemporaine belge, et qui évoque justement une nouvelle voie, un nouveau début. Et pour reparler de Flora Detraz, elle va dans le même sens, puisqu'elle nous dit, en fait, ça m'a libérée de quelque chose, ça m'a ouvert une porte d'exploration, de recherche, comme une grande fenêtre. Pour parler d'un autre chorégraphe que vous avez eu l'occasion de voir aussi dans le cadre de ce festival, François Chéniaud, lui, il dit convoyer du sens, des mots, des phrases articulées, permet de ne pas rester dans cette chose un peu impressionniste que la danse peut donner. Et donc on comprend en fait qu'à leurs yeux, la voix, elle soutient le mouvement dansé et réciproquement. Et donc certains danseurs estiment d'ailleurs que la voix est libérée par le mouvement. La voix est un moyen en fait de décloisonner, d'enrichir l'expression et donc la perception du corps dansant. Même si effectivement l'intégration de la voix peut également troubler les attentes du public qui n'imagine pas forcément découvrir des corps sonores dans un spectacle de danse, et finalement on se dit chanter, parler favorise l'empathie ou du moins une connexion plus intime, plus émotionnelle avec les personnes qui sont présentes dans la salle. Alors au-delà, si les artistes donnent voix à leur danse, c'est aussi pour renforcer en fait le message qu'ils entendent transmettre. Et à ce titre-là, en fait, la danse est un outil de politisation énorme, et le corps en fait devient un outil de lutte. Et ce passage, ce n'est pas forcément par l'usage de la voix du danseur lui-même. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple, alors ce n'est pas un exemple de danse militante au sens courant du terme. Mais c'est plutôt quelqu'un qui est à l'origine d'un courant contestataire. Et donc là, on va en parler tout à l'heure, on ne peut pas faire l'impasse sur la danse-théâtre, dont la promotrice fut Pina Bausch, et dont il sera question aujourd'hui. Elle est sans conteste celle qui a permis à la voix d'être associée de façon certaine à la danse, puisque le danseur devient acteur, ou l'acteur devient danseur, le geste devient son. Et dans son œuvre, le théâtre sert d'infrastructure et de commentaire à la danse, qui est avant tout donc une chorégraphie de la réflexion en fait sur l'individu. Et je ne vais pas en parler longtemps puisque on va vous en parler tout à l'heure, mais elle ne dresse pas un bilan médical de la société. En fait, elle se contente de reproduire ses observations sur le mode donc, du Tanztheater et de nous laisser en fait tirer des conclusions sur nous-mêmes. Donc, elle a un parcours qui est quand même un petit peu anthropologique. Et lorsqu'elle décide de développer en fait ce concept de théâtre-danse, et c'est elle qui le dit, pour répondre à une nécessité historique.
L'idée, c'est que la danse, en fait, ne suffit plus pour exprimer l'état du monde. Elle a un côté suranné au regard des contestations qui bouleversent l'époque. Et en fait, quand elle parle de la danse, elle parle du ballet classique, qui est alors associé à une classe sociale. Et le discours polémique sur l'état de la société nécessite de dépasser le répertoire classique. Et donc, davantage qu'un courant contestataire, le Tanztheater est la somme, en fait, d'une érudition et d'une sensibilité, en fait, de sociologue qui évolue donc en permanence au fil du monde contemporain. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que l'intrusion d'une gestuelle théâtrale et de paroles sur scène est finalement intrinsèquement liée à un contenu de provocation. La théâtralité n'est pas un simple mode esthétique, c'est un instrument de destruction des codes, un outil pour, j'allais dire agresser, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais agresser le public et provoquer en tout cas une réflexion politique. Et on le sait, Sipina Bausch s'inscrit dans l'héritage brechtien auquel elle rend hommage. Elle se démarque quand même de celui-ci par un discours qui se situe au-delà des idéologies, puisque c'est le comportement humain qu'elle dénonce et non pas le capitalisme. Alors aujourd'hui, la voix sert aussi, mais pas que, et je l'ai dit, à dénoncer la dérive politique. J'ai pris un autre exemple, c'est le cas de la création d'Yves Mamba, qui s'appelle donc Voix intérieure. Dans cette dernière création sont convoqués donc un danseur, un musicien et une militante activiste. Et donc, dans cette création, il entend donc raconter cette jeunesse qui veut être debout, et il va mêler en fait la danse, la parole de Rebecca Kabugo, qui est une jeune militante qui a été arrêtée donc à multiples reprises lors de marches pacifiques dans son pays, mais aussi donc la musique d'un guitariste. On a donc 3 corps, 3 voix, 3 langages qui sont mis en mouvement par leur propre logique, qui dialoguent pour faire entendre donc ces voix donc intérieures, qui s'élèvent contre quoi? Eh bien contre le mépris des droits de l'homme, la violence en fait de la répression dans un pays qui franchement n'a de démocratique que le nom. Tous les 3 en fait sont congolais, et ils racontent justement l'histoire de ce pays, et ils restituent justement le bouillonnement intérieur de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Et cette lutte amène les interprètes à créer un vocabulaire chorégraphique où chacun est traversé par une espèce de transe en fait. Alors ici en fait le chorégraphe croise finalement plusieurs danses, puisqu'il croise le crump, les danses traditionnelles et la danse contemporaine. Alors je rappelle quand même que le crump, c'est une danse qui est née dans les ghettos de Los Angeles dans les années 90 pour faire écho justement aux émeutes et à la répression policière brutale qui a suivi le passage à tabac de Rodney King. Donc on voit aussi le symbole qu'il y a derrière tout ça. On a en fait donc une création sonore qui est composée d'ambiance et de voix donc recueillies au Congo, et sur laquelle en fait ce trio dont je vous ai parlé développe le message. Le message, c'est la persévérance à tenir debout. Et à l'appui donc de cette chorégraphie, l'idée c'est vraiment de véhiculer le message citoyen de ces voix qui réclament des droits élémentaires. Et on a ce chorégraphe en fait qui va s'offusquer à voix haute contre le mépris des dirigeants du Congo. Donc c'est vraiment un hommage au militantisme d'une jeunesse qui est engagée mais qui est bafouée, d'une jeunesse qui est pacifiste et qui pourtant parfois donc est brûlée vive. Et donc on a ici en fait un espace scénique qui évolue comme le fil en fait d'une marche militante où les 3 artistes dévoilent un contexte politique qui est totalement désastreux. Alors, cet exemple n'est pas le seul, loin de là, mais aujourd'hui, on voit donc user de la voix sert à décupler le message du danseur. Donc, je vous le dis, ce n'est pas le seul, mais j'ai trouvé que cet exemple était
illustrait bien le propos. Le danseur, le créateur est un artiste, certes, mais ce n'est pas un artiste en fait qui est déconnecté de la réalité qui l'entoure. Il n'est pas de ceux qui sont là juste pour divertir ou amuser. La danse porte un message, le danseur exprime ce message et la voix peut venir au soutien de ce message, soit qu'elle l'accompagne, soit qu'elle le décuple. Ce message n'est pas forcément militant, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, mais la danse contemporaine, en effet, s'y prête plutôt bien. Ce message, ça peut, et c'est surtout aussi celui d'un espoir. Et si le créateur et le danseur ne sont pas nécessairement des lanceurs d'alerte, on le voit bien, il peut, au même titre que d'autres artistes, devenir ce lanceur d'alerte. En un sens, donc, sa fonction sociale est essentielle. Et je fais la boucle avec mon introduction, puisque contrairement à ce qui a pu être dit au moment de la pandémie, oui, la danse est essentielle, tant pour le corps que pour les esprits. Je vous remercie de votre attention.